Oui. En bas, diaporama. OK. Voilà. Excusez-moi pour ce petit intermède. Voilà. Donc, on voulait aborder aujourd'hui, donc après mes collègues conférences. Et quoi, mon dodo, j'y arrive pas. Je suis moins doué que toi. Donc, on voulait aborder les problèmes des risques d'utilisation spécifique des recycleurs. Alors, je parle plutôt de risque parce que connaître le risque, pour moi, c'est plutôt anticiper les accidents. Tu peux avancer, Anna, s'il te plaît. Donc, je vais aborder un peu l'historique des recycleurs parce que ça participe aussi à la connaissance de l'accidentologie un peu particulière. Et après, nous aborderons les risques donc, inhérents à l'utilisation spécifique des recycleurs qui sont l'hypoxie, l'hyperoxie, l'hypercapnie principalement, et aussi nous aborderons des problèmes qui peuvent être inhérents sur l'utilisation spécifique du recycleur ou inhérents à la technique d'utilisation des recycleurs. Voilà, image suivante. Mais le terme de plongée technique de Techies est arrivé dans les années 90. Et si, comme l'a dit Jean-Pierre Mossoni et l'a repris Julien, le recycleur a été une révolution dans le sens où il a pu augmenter le domaine d'exploration de la plongée sous-marine en augmentant les profondeurs, en augmentant les temps d'exploration. Ce terme de Techies, bon, il remonte à cette époque-là, mais on se rend compte, j'ai illustré ma diapositive avec un dessin qui illustre l'ouvrage de Guy Poulet et Roger Barencoux dans les années 70, pour expliquer que déjà les plongeurs, depuis très longtemps, sont toujours des géo-trouve-tout, ils ont développé ces techniques de plongée, le recycleur étant pour l'instant ce que l'on a de plus innovant, mais tout en payant un lourd tribut à la découverte, à l'exploration en plongée sous-marine. Diapo suivante. Donc, parmi ces innovations, on a vu l'événement de la miniaturisation, l'utilisation banalisée des gaz et des mélanges, les outils de développement de décompression qui ont été abordés à la fois par Jean-Pierre et Julien, ainsi que notre jeune doctorant. Et tout ça a fait développer le recycleur. Et aussi, il y a eu un écho important donné par des acteurs tels Laurent Balesta, les opérations Gombessa, Under the Pole, c'est vrai, qui amènent ou qui poussent ou qui stimulent beaucoup de plongeurs à aller dans ce sens-là. Image suivante. On est quand même dans une technique donc, de plongée qui a bouleversé. On a vu les protocoles de formation, d'enseignement. On voit qu'on a des enseignements internationaux avec une homogénéisation qui se fait peu à peu. Et quand même, on est toujours dans une activité de niche, mais qui augmente très régulièrement, qui est un peu aussi élitiste. Et un peu un aparté pour dire aussi que le fait que cette plongée est assez élitiste, on a vu onéreuse, peut-être aussi limiter un peu l'accidentologie de cette pratique. Image suivante. Alors, donc, bien sûr, il y a une différence entre le circuit ouvert et le circuit fermé, et il y a une différence par rapport aux risques et aux accidents qui peuvent survenir avec ces différents matériels. Image suivante. Alors, autant pour le circuit ouvert, sur ce tableau, on va essayer de voir les différences de ces circuits ouverts, circuits fermés, autant pour le circuit ouvert, les risques d'hypoxie, d'hyperoxie sont faibles et à moyen pour l'hypercapnie, excusez-moi. Autant dans le circuit fermé, nous avons surtout des expositions plus importantes en termes d'hyperoxie, d'hypoxie et plus important encore en hypercapnie. C'est surtout ce principe des 3 H
nous allons mettre l'accent sur ces risques, sur ces incidents, mais après, nous essayerons de traiter de façon annexe tout ce qui est potentiellement accidentogène, le mélange caustique, les modifications de travail respiratoire, les risques infectieux et les problèmes de méformes ou de contraintes liées au reste de l'équipement du plongeur recycleur. Image suivante. Alors, autant le circuit ouvert, l'accident que nous reconnaissons le plus souvent, que nous connaissons le plus, c'est l'accident de décompression lié à l'azote, l'essoufflement lié au dioxyde de carbone, et l'intoxication au monoxyde de carbone, qui n'est pas directement inhérent à la plongée, mais plutôt à la préparation. Par contre, en circuit fermé, nous sommes donc essentiellement liés à des problèmes pouvant nous exposer à l'hypoxie, à l'hyperoxie et l'hypercapnie. Sur ces intoxications, on peut donc les rencontrer de façon différente tout au cours de la plongée. L'hyperoxie, surtout en phase de descente et de séjour pendant la plongée, et l'hypoxie venant aussi bien en surface, mais plutôt à surveiller et à prendre en compte en retour à la surface. L'hypercapnie, elle, peut se rencontrer tout au long de la plongée. Image suivante. Comme nous l'avons expliqué initialement, l'oxygène est utilisé par les recycleurs de façon systématique entre un set point de 0,7 et un 3. Le tout est de ne pas s'exposer à un risque d'hypoxie qui nous rapproche d'une pression partielle d'oxygène de 0,16 et de ne pas dépasser un seuil de 1,6 qui nous exposerait à un risque d'hyperoxie. D'où l'intérêt et la répétition que nous avons fait de contrôle permanent et régulier des outils de mesure de nos taux d'oxygène dans la boucle respiratoire. Image suivante. Premièrement, l'hypoxie. On va parler d'hypoxie donc lorsque notre seuil d'oxygène descend en dessous de 1,16. On ne va pas essayer d'arriver à ce niveau-là. C'est un des accidents les plus graves, pouvant mener à une perte de connaissance brutale et bien sûr un risque de noyade. Les causes, un manque d'oxygène. Pourquoi? Parce que soit la bouteille n'a pas été restée fermée, n'a pas été bien ouverte, une électrovanne, le solénoïde restait bloqué en position fermée, ou on a oublié d'allumer son électronique. Donc, toujours des causes inhérentes à l'intervention de l'homme auprès de sa machine. Image suivante. Alors, les signes physiologiques, ce qui nous intéresse, c'est déjà de les reconnaître. C'est la baisse de concentration, la confusion, l'apparition de mouches volantes dans le champ visuel, une sensation de malaise global qui peut aller jusqu'à une perte de conscience. Mais en sachant que ces signes sont très variables d'une personne à l'autre et il est difficile des fois de bien déterminer. Mais de toute façon, si quelque chose ne va pas, toujours contrôler ce que l'on respire et vérifier son matériel. Image suivante. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? La conduite à tenir principale, c'est de rincer sa boucle respiratoire pour tout de suite mettre un mélange respiratoire avec un taux d'oxygène qui sera respirable. Éventuellement, on peut injecter de l'oxygène suivant le type de plongée que l'on effectue. Éventuellement, passer en circuit ouvert. Donc, sortir de sa boucle s'il le faut, chose que l'on fera en dernier lieu. Image suivante. Un des points très importants qui a été mis en évidence par Jean-Pierre dès le début de la première intervention, c'est l'utilisation des sangles d'embout. C'est une habitude maintenant que l'on prend depuis quelques années, qui nous vient des militaires, d'utiliser cette sangle qui maintient l'embout en bouche et qui, en cas de perte de conscience, va éviter
une immersion des voies respiratoires et minorer donc, le risque de noyade et d'immersion des voies respiratoires. Alors, image précédente, s'il te plaît, Anne. Alors, j'ai mis aussi l'accent sur un principe que j'ai trouvé intéressant, mais connu et ancien, qui nous vient de l'aéronautique. C'est la connaissance de la signature hypoxique. Oui, effectivement, chez les personnels navigants aéronautiques, on mesure, chez les pilotes, on fait souvent des épreuves en question hypobar d'hypoxie pour tester la prédisposition de sensibilité à l'oxygène. Alors, vous allez me dire, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. L'aviation peut se permettre de faire ce genre de choses. Certaines équipes ont fait des études là-dessus sur des recycleurs pour essayer de connaître un peu le seuil individuel de sensibilité à l'oxygène ou au manque d'oxygène de chaque plongeur. Et cette signature, donc, est déterminée par l'apparition de tel ou tel signe dès qu'il y a un manque d'oxygène significatif et qui a une répercussion clinique. Donc, ce serait peut-être intéressant de travailler là-dessus. Certaines équipes y ont travaillé avec des protocoles bien déterminés, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de lourd à mettre en place, mais qui peut être intéressant, par exemple, pour des équipes d'expédition ou autres, encore que. Image suivante. L'hyperoxie. Avec l'hyperoxie, c'est l'inverse, donc c'est quand le taux d'oxygène dans votre boucle respiratoire tout d'un coup va se mettre à augmenter au-delà d'un 1,6. Le risque là étant celui d'une crise convulsive avec une perte de connaissance et un risque supplémentaire de noyade. Il y a peu d'effets avant-coureurs du signe d'hyperoxie et on en a déjà parlé, les problèmes d'exposition après chronique à l'oxygène sont des choses différentes et n'interviennent pas de façon grave dans notre pratique de plongée tech loisir. Donc, l'hyperoxie, il faut considérer deux choses. L'hyperoxie aiguë, on va dire, survenant à un moment donné sur la machine par un trop-plein momentané d'oxygène qui peut, elle, générer une crise, et l'exposition à long terme à l'oxygène pur, qui, dans le recycleur, dans une utilisation de plongée loisir tech classique, n'a pas de répercussions majeures. Photo suivante. Donc là, justement, pour étayer cette notion d'exposition à l'oxygène, pour reprendre les tables de la NOAA, qui préconisent effectivement de ne pas dépasser à un set point de 1,3 plus de 180 minutes d'exposition à l'oxygène par jour. Alors, les causes potentielles de cette hyperoxie. Pendant la descente avec en eau avec un recycleur, la pression partielle d'oxygène va augmenter. D'autant plus qu'elle va augmenter lorsque l'on va demander à avoir un set point un peu plus élevé, à 1,3 par exemple. Et à ce moment-là, donc, la machine va injecter de l'oxygène et momentanément, on peut avoir donc un taux d'oxygène plus élevé. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Soit on diminue sa descente, on peut remonter un peu, soit on ne s'inquiète pas nécessairement, on va nager, on va évoluer au cours de sa plongée, on va voir son set point, le set point va se stabiliser progressivement. Lors du déplacement horizontal, par contre,
si l'oxygène continue à augmenter, c'est qu'il y a un autre problème. C'est que soit, par exemple, principalement, on a notre électrovanne qui nous délivre notre oxygène, qui va être bloqué en situation ouverte et qui libère là de l'oxygène en permanence et qui va faire augmenter le taux d'oxygène, nous exposant à un risque d'hyperoxie. Donc, la première chose à faire, c'est de rincer notre boucle respiratoire pour évacuer cet oxygène en trop, éventuellement de fermer notre bloc d'oxygène et de pouvoir maintenir un taux d'oxygène respirable dans la boucle de façon manuelle. Cela faisant bien entendu partie des protocoles de sécurité et de formation dans les cursus de plongeurs recycleurs. Image suivante. Alors, les signes physiologiques de cette hyperoxie peuvent être des troubles visuels, une vision en tunnel, une vision floue, des clonies, des secousses musculaires au niveau de la face, des lèvres, des extrémités, des sensations de vertige, de nausée, de sifflement, voilà, un trouble du comportement, une viscosité idéatoire. Voilà. Et le point extrême étant la survenue d'une crise convulsive pouvant entraîner donc une perte de connaissance, une perte de l'embout et le risque de noyade en dernier lieu. Image suivante. Donc, les conduites à tenir, je les ai citées. Éventuellement, donc, rincer sa boucle diluant, fermer son bloc d'oxygène, maintenir manuellement sa pression partielle correcte d'oxygène dans la boucle et éventuellement, en fin de compte, passer en bail-out. Image suivante. Alors, bien sûr, la prévention, dans tout dans ce qui a été cité, c'est toujours le contrôle de sa console, de ses indicateurs visuels, de ses alarmes qui peuvent nous indiquer qu'il y a un problème et qu'il y a éventuellement trop d'oxygène et de le faire régulièrement. Ça fait partie aussi de la rigueur à imposer et que le plongeur recycleur s'impose. Image suivante. Alors, concernant l'oxygène, d'une façon plus globale et un peu plus générale, ça intéresse beaucoup de monde, on en a parlé, on parle de ces problèmes de crainte, d'exposition à l'oxygène sur des plongées longues, sur des plongées, autant de problèmes neurologiques que des problèmes respiratoires. À mon sens, et suivant ce que j'ai pu retrouver dans la littérature, dans une utilisation de plongée tech loisir, on ne retrouve pas de complications majeures au niveau respiratoire ou au niveau neurologique des effets de l'oxygène. Je parle en termes d'exposition. Certes, il y a sûrement des études en cours. Sur les travaux que j'ai pu voir, je n'ai pas trouvé de conclusion pouvant dire qu'il y avait une toxicité grave. Je parle bien pour cette utilisation classique et loisir. Par contre, aussi, une autre question qui se pose souvent depuis quelques années, c'est l'effet vasoconstricteur de l'oxygène. Et certaines équipes de poser la question de se dire est-ce que l'oxygène est-il dangereux? On a parlé des problèmes des nitrox enrichis, des problèmes d'effets vasoconstricteurs, entre autres au niveau cardiovasculaire. Certes, cet effet existe. Il n'a pas toujours été mis en évidence, mais je pense qu'il faut surtout mettre en évidence le rôle que cela peut avoir chez un plongeur qui plongerait par exemple avec un nitrox enrichi, mais avec une prédisposition cardiovasculaire, c'est-à-dire avec un mauvais état cardiovasculaire et une prédisposition à la vasoconstriction, ou là dans ce cas, l'utilisation d'oxygène de façon prolongée, régulière, pourrait peut-être être néfaste, encore que.
Bien entendu, je reviens aussi sur les questions qui ont été posées sur les temps d'exposition à l'oxygène, tout en respectant, quand on voit les normes et les abacs donnés par la NOAA, en les respectant, on n'observe pas de complications, qu'elles soient respiratoires ou cérébrales. Tout est à reconsidérer dans des expositions de type plongée-expédition, avec des accumulations d'oxygène beaucoup plus importantes, c'est du séjour plus long, sur laquelle on sort un peu déjà du domaine de l'activité loisir. Image suivante. L'hypercapnie. Alors, l'hypercapnie, c'est un des gros problèmes de la plongée recycleur, puisque nous plongeons dans une boucle fermée, étanche, dans laquelle il peut y avoir un excès d'oxygène. Dans le circuit ouvert, le CO2 est éliminé dans les bulles, dans le circuit expiratoire, et autant dans le recycleur, ce CO2 peut s'accumuler, se trapper de par tous les volumes morts de la boucle, de par les tuyaux annelés, de par les espaces, de par le canister. Alors, certes, nous avons une réserve de chaud qui va servir à quilater, à saturer ce gaz carbonique, mais il n'empêche que soit cette chaux peut se périmer ou peut se surcharger, être saturé ou perdre son efficacité, par exemple, si on a une immersion d'eau. Et donc, image suivante, sous l'effet image suivante, voilà. Sous l'effet image précédente, excuse-moi Anna, merci. Sous l'effet par exemple, de la perte d'efficacité de la chaux, sous l'effet d'un travail respiratoire plus important, et je le rappelle, dans le recycleur, c'est les poumons, la ventilation du plongeur qui crée la circulation de gaz, qui peut être exacerbée, aggravée par la fatigue, par un effort supplémentaire, par le stress, par une chaux mouillée, qui va entraîner donc un essoufflement et une accumulation de CO2 et vice-versa. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est d'évacuer le plus possible du CO2. Toujours avoir le même réflexe, et pour tous les recycleurs, c'est rincer notre boucle respiratoire pour évacuer ce CO2. Et donc, à partir de là, soit cette manœuvre est efficace et on va pouvoir continuer à plonger ou à voir d'où vient le problème, soit on n'a pas d'amélioration et on va passer en circuit ouvert. Procédure aussi bien appliquée et expliquée à tous les plongeurs dans leur cursus. Image suivante. Alors, une des causes possibles et la plus redoutée de dysfonctionnement de la chaux, c'est l'immersion de la cartouche, du canister de chaux. Cette immersion peut se faire soit par une entrée d'eau dans la boucle, par l'embout, suite à mauvaise manipulation, soit ça peut se faire parce qu'il y a un tuyau troué, et à ce moment-là, vous allez avoir de l'eau qui va rentrer dans la boucle, qui va arriver au canister, mouiller et immerger plus ou moins le canister de chaux et le rendre partiellement ou totalement, suivant le volume d'eau, inactif. Sur les images, vous voyez ce liquide blanchâtre, c'est de l'eau mélangée à la chaux. On le voit sur ce canister transparent. Ici, dans la partie basse du canister, qui est un piège à eau. Donc là, on a une faible quantité d'eau, mais il se peut que la chaux soit partiellement, voire totalement inactive.
Donc, elle ne pourra pas neutraliser le gaz carbonique. Sur l'image de droite, vous voyez ce mélange blanchâtre, caustique, donc plein de chaud et d'eau, qui a immergé complètement la boucle au point de remplir, par exemple, un des poumons de la machine, et on voit le liquide s'évacuer par la soupape du poumon. Et bien sûr, dans ces cas-là, la machine sera inutilisable, outre le fait, voilà. Et donc, le plongeur devra obligatoirement passer en bail-out pour pouvoir respirer correctement. Image suivante. Alors, quand l'eau a immergé significativement votre boucle, mais vous vous retrouvez soit avec une sensation de goût caustique, de goût savonneux dans la bouche, avec une sensation d'irritation, de picotement. Ça, c'est, on va dire, un des inconvénients mineurs. L'inconvénient majeur, c'est que votre boucle est remplie, inopérationnelle, remplie d'eau. Elle augmente le poids significativement du plongeur et sa mobilité. Et il devra compter sur cette surcharge supplémentaire de poids à mobiliser. Il sera obligé de passer en bail-out et là, on sera obligé de passer en remontée d'urgence sur bail-out. Signe suivant. Alors, le traitement. S'il y a une faible immersion d'eau, des fois un petit rinçage de la bouche, des fois peut suffire. S'il y a une action caustique plus marquée au niveau de la bouche, il peut y avoir après une évacuation sanitaire pour effectuer des soins plus importants avec hospitalisation s'il le faut. Et de toute façon, passer le stade suivant, c'est pas possible parce que la machine sera inutilisable. Donc le plongeur aura utilisé son bail-out. Bien sûr, toute la prévention de ce type d'incident revient à tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est les checklists régulières, c'est les contrôles de la machine, les tests d'étanchéité, tout ce qui a été rappelé par mes prédécesseurs depuis ce matin. Image suivante. Alors, le risque d'œdème d'immersion. Alors, le risque d'œdème d'immersion, il n'est pas spécifique aux plongeurs recycleurs. Nous savons tous que l'œdème d'immersion peut aussi bien arriver chez le nageur que chez le plongeur. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans la possibilité, dans la probabilité de survenue d'œdème pulmonaire, l'augmentation de pression de volume sanguin au niveau veineux central, puis au niveau cardiaque droit et se répercutant sur la pression pulmonaire et créant l'œdème. Dans ces facteurs, il y a l'hypertension, il y a des maladies cardiaques, il y a des prédispositions, il y a le stress, il y a la méforme physique. Voilà. Il y a plein de paramètres qu'on met des fois plus ou moins en évidence. Chez le plongeur recycleur, il y a une particularité qui peut être intéressante à connaître dans la possibilité de survenue, c'est la position des poumons artificiels. Suivant l'effort inspiratoire, un effort inspiratoire en dépression va pouvoir créer ou favoriser ou participer à la survenue d'un œdème d'immersion. Je ne dis pas qu'il est le seul élément, je dis qu'il peut participer. D'où on attire l'attention sur le fait qu'il a été cité que des poumons, les poumons en position dorsale sur un recycleur pouvaient être plus gênants ou plus facilitateurs à la survenue d'un œdème d'immersion que si les poumons artificiels sont placés en position
d'épaule ou position mixte par rapport au centre respiratoire. Le fait est que la position des poumons par rapport au centre des poumons artificiels par rapport aux vrais poumons peut modifier le travail respiratoire. Et cette modification du travail respiratoire, si elle se fait de façon pression négative, va pouvoir participer à la survenue de cet œdème. Mais je vous le dis, ce n'est pas systématique, c'est un élément qui peut participer. Cependant, certaines machines sont très connues pour favoriser plus facilement l'œdème d'immersion. Les autres incidents. Alors, les autres incidents, on va en citer plusieurs parce qu'on a déjà abordé certaines choses. Les autres incidents ne sont pas spécifiques à la plongée recycleur, mais peuvent être spécifiques à la plongée tech. J'en ai pris quelques-uns. Bruno, mon ami Bruno Grandjean a évoqué le froid. Et ça, c'est vrai qu'on peut l'aborder brièvement tout à l'heure. J'ai noté sur cette diapositive les risques d'infection urinaire. Alors, vous allez me dire, on est bien loin du respiratoire. C'est vrai, on est en dessous de la ceinture à ce niveau-là. Ce qui se passe souvent en tant que médecin, on observe souvent des plongeurs, circuit ouvert, circuit fermé, mais le plus souvent des plongeurs tech qui utilisent des purges pipi qui leur permettent sur des plongées longues d'effectuer des besoins bien naturels dans leurs vêtements, dans leur combinaison étanche. Cependant, il peut survenir que ce petit système, donc qui est composé d'une sonde qui va à la combinaison, à la sortie, sur la combinaison de plongée, qui s'ouvre comme une purge, est relié par un tuyau qui, par un pénilex branché au niveau du pénis, va pouvoir permettre le passage de l'urine lorsque le besoin s'en fait sentir. Mais cependant, des fois, il arrive que la sonde, sous l'effet de la pression et des mouvements et des positions durant la plongée, soit plicaturée. Cette plicature gêne le phénomène de miction naturelle et on peut avoir des phénomènes de reflux urinaire avec un risque d'exposition à des infections urinaires. Et ce n'est pas anodin, je veux dire, peut-être certains vont sourire de ça, mais nous sommes plusieurs médecins, ou même je pense beaucoup, à voir beaucoup de plongeurs avec des problèmes de ce type-là au retour d'utilisation de sondes sur des plongées profondes qu'ils ont effectuées dans les jours qui précèdent. Voilà, donc je veux dire, c'est quelque chose qu'il est important de connaître, tant pour le plongeur, de bien positionner sa purge et son dispositif avant de partir. Ça, ils le savent bien, je crois, maintenant. Et aussi pour les médecins de savoir que ça existe et de bien l'expliquer à nos plongeurs. Voilà, le plus souvent, c'est les infections Escherichia coli, ça se traite en 15 jours. Deuxième précaution à prendre régulièrement, c'est la désinfection de la boucle. Alors, bien sûr, on a parlé de boucles, de tuyaux annelés, de boucles respiratoires, de circuits fermés. Fermé, ça veut dire que ce système est confiné. Ce système est confiné, il est en circuit fermé. Quand vous respirez dans cette boucle, c'est votre bave, c'est vos sécrétions, votre salive qui se retrouve dans les anneaux, dans les tuyaux annelés, dans le canister, dans les poumons, dans les faux poumons respiratoires. Et au bout de quelques jours d'utilisation ou de quelques heures d'utilisation, il y a une pullulation potentielle de bactéries, de germes, de virus qui peut se faire. Donc, il est très important d'entretenir régulièrement son matériel. On a vu aussi arriver de voir des infections respiratoires inhérentes à un manque d'entretien de son matériel,
Alors, d'autant plus risqué si on prête ce matériel ou si c'est un matériel de baptême. Je mets l'accent là-dessus, sur l'importance primordiale de désinfecter son matériel régulièrement, chose qui est apprise aussi au cours de toutes les formations que nous prodiguons au sein de la fédération. Alors, avant de continuer sur la sécurisation, Bruno a parlé du vêtement et du froid. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas. Pardon? 5 minutes, tu débordes un petit peu. Je déborde juste sur le vêtement, sur le froid. Parce que oui, bien sûr, le froid, c'est une question majeure. Ça fait partie de l'équipement du plongeur recycleur. On ne peut pas négliger ça. Il est absolument obligatoire que le plongeur recycleur ait une excellente couverture, protection thermique. Non pas tant que parce qu'il est frileux, mais parce que nous retrouvons dans des expositions de plongée, de temps de plongée qui peuvent être très longs, 2 heures, 3 heures, plus pour les experts. Et la déperdition calorique, que ce soit en eau tempérée ou en eau froide, est énorme à ce niveau-là. Et il faut savoir qu'un plongeur qui a froid, c'est un plongeur qui est inefficace, il ne peut plus rien faire. Donc, on met l'accent, il faut mettre tout à fait l'accent sur une couverture, une protection thermique de très bonne qualité et très bien entretenue. Très bien entretenue. Voilà. Après, je ne parle pas des dispositifs chauffants qui peuvent être des aides supplémentaires, des gants que l'on peut clipper. Voilà, je veux dire, ça, c'est au goût de chacun, mais surtout de privilégier un matériel de bonne qualité. Pour sécuriser la plongée, 3 mots à retenir. Image suivante. Voilà, FMC. Alors, j'ai marqué FMC, mais j'aurais pu marquer FES. FMC, je vais garder pour 3 mots. Avoir une bonne forme physique, avoir un matériel bien entretenu et avoir des compétences en permanence bien affûtées. C'est ce qui a été dit, par mes collègues prédécesseurs. C'est ce qu'il faut appliquer, c'est ce que nécessite la plongée en recycleur. C'est une rigueur extrême. C'est la base de la plongée en recycleur. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, vous ne pouvez pas faire de plongée recycleur. Il ne faut pas s'y mettre. J'avais utilisé les termes de FES pour le terme anglo-saxon Fit, Equipment and Skill. Pour dire qu'il n'y a pas de chance, il n'y a que des compétences. Voilà. Donc, tu dois passer par la rigueur lorsqu'on veut utiliser un recycleur. Je vous remercie de votre écoute et j'ai terminé. Merci Jean-Pierre pour cette présentation. On a 5 minutes pour 2-3 questions max. Je vais laisser Bruno et Thierry te les relayer. Alors, des questions, non, mais j'ai juste une question qui m'est propre. Tu as beaucoup insisté sur le bon état du matériel et c'est absolument indispensable, effectivement, pour ce type de plongée. Pour ce qui concerne l'hyperoxie, on a bien compris donc quel en était le mécanisme. L'hypoxie, il y a peut-être une cause sur laquelle tu n'as pas, en tout cas, tu n'as pas évoqué, mais qui renvoie donc au bon état du matériel, c'est l'encrassement de la buse. Alors, suivant le type de matériel, alors moi je ne connais pas très bien les buses ultrasoniques, mais je pense, Jean-Pierre Monsoni sera plus à même de te dire ça, parce que pour les appareils à débit constant, je ne connais pas l'entretien de ce type de matériel. Moi, je n'ai pas entendu parler de ce genre de problème. Peut-être en plus chez les militaires, c'est peut-être plus parce que les appareils fonctionnaient plus sur ce principe-là. Jean-Pierre peut-être pourra répondre à la question spécifique de ce type de matériel. Mais le problème, par exemple, pour les appareils électroniques fonctionnant à électrovanne, si on a une coupure de l'électrovanne, on peut injecter en manuel et maintenir manuellement un taux d'oxygène.
En cas d'hypoxie, hein, tu me disais. Oui, tout à fait. Oui. Mais Ouais, c'est l'avantage effectivement du contrôle permanent de la PO2, parce qu'effectivement, lorsque tu as un débit insuffisant au niveau de la buse, tu peux effectivement, en condition d'avoir, je veux dire, d'avoir le nez peut-être très régulièrement sur l'analyseur de gaz. Alors, voilà. Jean-Pierre a mis l'accent sur les appareils de dernière génération, les appareils mixtes avec injection à la fois gestion électronique et buse ultrasonique type Shark, où tu as la possibilité d'injecter, de contrôler manuellement. Donc, on a un système de sécurité supplémentaire. Alors, sur le chat, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a pas mal de débats sur la toxicité d'oxygène et les tables NOAA. Tu verras ça. Moi, j'ai une petite question quand même, parce que tu n'as pas trop parlé d'accident de désaturation. Il y a quand même, à mon sens, une petite particularité en recycleur en plongée tech. C'est que je trouve qu'on voit beaucoup plus d'accidents de type osteo-arthromusculaire que médulaire. Voilà. Peut-être lié à des gaz différents, à des temps de plongée différents. Alors, la problématique avec le recycleur à la plongée à l'air, c'est qu'au-delà de 40 mètres, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'a plus aucun bénéfice par rapport à l'accident de décompression. Et c'est sûr que sur des plongées longues, je dirais qu'ils sortent, alors je ne sais pas si c'est sûrement des profils qui sortent du cadre du plongée loisir ou à plongée. Ah oui, on est dans la plongée tech. Sur la plongée tech profonde et longue, bien sûr, je pense que de toute façon, je n'ai pas dit que l'accident de décompression n'existait plus. Voilà, il est là, mais il n'est pas l'accident. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une particularité à la plongée tech, c'est que moi, je trouve que l'accident de désaturation et l'épidémiologie n'est pas tout à fait identique. C'est-à-dire qu'on voit plus d'oxygène. Oui, en plongée loisir, on ne voit pas de bend. Voilà, plus de tissu long. Voilà, mais justement, par l'effet de, pas de saturation, on va dire, mais d'accumulation beaucoup plus importante et sur des tissus longs, je pense, de par l'exposition au temps et à la profondeur. Ça fait le lien avec une question qui est sur Facebook. Est-ce que vous avez des chiffres d'accidentologie en tech ou pas? Ah. On a des chiffres relativement anciens. Moi, je ne les ai pas mentionnés. Moi, j'avais trouvé des chiffres anciens. Peut-être Jean-Pierre a des valeurs plus récentes. Jean-Pierre Monsonnier est connecté, oui. Oui, alors la problématique de l'accidentologie, c'est la traçabilité des accidents. Et effectivement, les données qu'on a, elles sont anciennes. L'accidentologie en recycleur, en 20 ans, elle est passée de rapports extrêmement élevés, de l'ordre de 1%, sur 10 ans après, des valeurs plutôt qui tourneraient autour de 10 fois plus importantes que celles en circuit ouvert. Et depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'études particulières ou de rapports sérieux sur le sujet. Il n'y a que des comptabilisations d'accidents, toutes pratiques confondues. Voilà. Mais là, ce qu'on voit actuellement, la tendance, c'est qu'on est sur des accidentologies 2 à 3 fois supérieures qu'un circuit ouvert, qui sont encore largement améliorables. Voilà. Mais plus ça va, plus la formation sur ces machines s'améliore et plus l'accidentologie se rapproche, on va dire, de l'accidentologie classique. Voilà. Juste un mot également sur les accidents, moi je ne suis pas spécialiste, mais en recycleur tech où on utilise de l'hélium, eh bien on s'approche également des accidentologies, des symptômes d'accident de décompression hélium. C'est pour ça qu'on voit, vous voyez où, médecins, sûrement beaucoup plus souvent des symptômes de type Benz que neurologiques. Voilà. On fait, ce que j'entends autour de moi, c'est très très peu d'accidents neurologiques en plongée tech, sauf éventuellement les accidents mortels, là c'est autre chose, mais sur des décompressions à peu près maîtrisées, voilà, on est sur des problématiques de type trimix et donc hélium avec les symptomatologies associées, quoi. Est-ce qu'on a une idée du nombre de pratiquants plongés, recycleurs?
Alors, en Angleterre, où le recycleur est extrêmement développé, les chiffres annoncés sont 1% des plongeurs à peu près sont recycleurs. Ça veut dire que chez nous, en France, par exemple, où la pratique est un petit peu moins importante, on est en dessous de ces valeurs-là. Donc, c'est compliqué à dire, à préciser, mais sur des pourcentages de ce type-là, ça donne quand même déjà une bonne idée. On est très probablement inférieur à 1%. D'accord. Une question à laquelle tu vas pouvoir répondre, Anne. Dans le cadre de la délivrance du CACI, quelles sont les contre-indications médicales absolues et relatives spécifiques à la PGTEC? Alors, ce qui est certain, je vais répondre brièvement et après, on va donner la parole à Erwan Mer pour la dernière communication, parce qu'on a quand même un petit peu de retard. Il faut déjà respecter le cadre des contre-indications relatives et absolues de la plongée de loisirs. Vous l'avez bien compris, notamment dans la présentation de Julien Leblond, qu'il faut, et dans toutes les présentations de ce matin, qu'il faut une bonne condition physique et mentale. Donc, les états psychiatriques et les prises de traitement psychotropes, il faut quand même une évaluation très, très soigneuse et on tourne vite à la contre-indication. Et bien entendu, il faut avoir un état cardiovasculaire, un très bon état cardiovasculaire. Et donc, bien entendu, les antécédents de cardiopathie quelconque et coronarien contre-indiquent l'activité. Vous aurez compris qu'il faut considérer en évaluation médicale ces plongeurs comme des sportifs quand même d'assez haut niveau et les explorer soigneusement. Voilà. Je vous remercie pour ces présentations et